Pouvoir travailler en multicolore, c'est une chose, mais pouvoir travailler en multimatériaux et pouvoir travailler en multicolore sur des filaments flexibles comme le TPU, eh bien c'est l'AD5X de Flashforge que l'on va découvrir juste après le générique. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, j'en ai aucune idée à l'instant T où je suis en train de la faire. Si tu veux aller voir directement la conclusion, bah va directement à la conclusion. Si tu as du temps devant toi, bah tu pourras regarder, il y a plusieurs chapitres. Je sais quand je commence une vidéo revue, je sais jamais quand je finis. Alors oui, je passe quand même pas mal de temps pour faire mes revues, mes tests complets sur différents matériaux, pour essayer de comprendre comment fonctionne la machine, pour essayer de t'en parler. Et surtout, en fait, moi je me dis, et j'essaye de te le dire maintenant sur quasiment toutes les vidéos, c'est que je me mets à la place de la personne qui regardera ma revue. Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre sur le produit que je te présente? Donc oui, je passe du temps et c'est avec un grand plaisir, par un petit pouce vers le haut, par un abonnement, bien sûr, ça c'est top aussi, et le message pour pouvoir me poser des questions ou si tu veux que je creuse certains points, ou ne serait-ce pour me dire un salut, ce que tu veux, c'est avec vos encouragements que je peux faire évoluer la chaîne. Dans les choses qui sont livrées avec, eh bien, forcément quelques petites clés Allen qui te permettront de dévisser et revisser les parties qu'on a vues ensemble. On va avoir un petit peu de graisse, un tournevis, un tube. Alors ceci, c'est pour pouvoir, c'est un peu comme les sticks de colle, mais c'est sur une version liquide. C'est lorsqu'on va utiliser certains matériaux qui sont un peu plus techniques. Et puis après, un micro échantillon de filaments multicolores. Bon, pense à t'acheter des bobines, tu vas pas aller très loin avec ça. Et on va pas s'amuser à passer 10 minutes pour te montrer comment assembler, parce que l'imprimante elle arrive quasiment toute assemblée. Les seules choses que tu auras à faire, ce sera positionner ton IFS, donc c'est ce qui permet de gérer le multicolore. Donc un peu de visserie ici, placer aussi ce petit répartiteur, raccorder tes câbles, on retire trois vis sur le plateau, et c'est fini. Allez, j'exagère. On a l'écran aussi à rajouter, sur lequel on met la nappe, on clipse, et t'es prêt à travailler. Et comme tu auras pu le remarquer très rapidement, ce n'est pas une imprimante dite fermée, mais néanmoins, on comprend tout de suite par la façon dont ça a été assemblé qu'elle est prévue pour recevoir un système d'enclosure, qui d'ailleurs, je crois qu'il est en train de sortir actuellement, qui te permettra de la transformer en une imprimante fermée. Comme beaucoup de ses consoeurs, on est sur ces nouvelles générations d'imprimantes qui s'appellent encore XY. On va avoir un plateau ici qui est de 220 par 220 sur 220 de haut. On regarde ensemble comment elle se déplace. On est monté sur des systèmes assez classiques, hein. On va voir ces barres qui sont ici, avec des courroies d'entraînement. Pareil pour le côté X et Y, et idem pour pouvoir monter en Z. Donc ici on va avoir des vis sans fin de chaque côté, et puis pareil, un système au fond. La petite distinction par rapport à d'autres imprimantes sur le marché, c'est que au fond, on va s'apercevoir que l'on a bien deux barres et une vis sans fin, et sur la partie avant, c'est une barre, une vis sans fin, et pareil sur le côté gauche. Qui dit imprimante multicolore, ça veut dire qu'on va pouvoir couper le filament chaque fois que l'on va changer de couleur. Donc on a un système de cutter qui se passe ici. Donc l'imprimante va venir de ce côté-ci pour pouvoir venir taper contre ceci. Ça va te permettre de couper le filament qui est à l'intérieur. Il va le faire remonter et il va pousser une nouvelle couleur. Eh bien ça veut dire qu'il va falloir évacuer nos déchets. Donc notre système de purge va se trouver sur l'arrière. Alors je me présente comme ceci, juste ici. Donc on va avoir ceci qui va nous permettre de pouvoir jeter les pops sur l'extérieur. Et ici, le petit tampon en silicone qui permet de venir frotter la buse pour la nettoyer. Ça veut dire que sur l'arrière, on va retrouver notre petit toboggan à déchets ici. L'avantage, c'est qu'on va avoir deux petites vis que l'on pourra utiliser si on veut imprimer un récupérateur pour les déchets, voire même tu fais un petit toboggan qui viendra sur ce côté-ci. De l'autre côté, tu ne pourras pas y aller étant donné que tu as les bobines. Pour l'interrupteur de marche arrêt, il n'est pas forcément bien placé, il est en plein milieu,
Donc en fonction de si elle est accessible ou non, eh bien il faudra quand même tendre le bras sur l'arrière pour venir jusqu'à l'interrupteur, et ici on a un port RJ45. Qui dit système multicolore dit alimentation de la partie qui va générer le multicolore, donc ça se passe ici avec ce câble d'alimentation, 2 petites vis à poser, et on arrive jusqu'à l'IFS, c'est le nom qu'ils ont apporté au niveau de FlashForge. Et maintenant on va regarder comment ça se passe du côté de l'IFS. Du coup on va tourner tout ça, d'ailleurs tu vois c'est une table qui est vachement pratique pour pouvoir faire tes tests, placer tes machines à impression 3D pour pouvoir faire la maintenance. Au départ, c'est prévu pour des presses à chaud. Et moi, du coup, j'utilise que ça actuellement pour pouvoir faire tous mes tests d'imprimante 3D, voire des petits graveurs laser, parce que tu vas pouvoir placer des petites tablettes. C'est facile pour pouvoir ranger aussi les outils, les bobines. Bon, en tout cas, c'est vraiment pratique. Ça se trouve chez Vevor, ça coûte pas cher, et je te le conseille. Tu as une espèce de bloc multiprise qui est encastré dans notre meuble, et tu viendras raccorder le câble d'alimentation de ton imprimante. L'IFS, donc c'est le système de FlashForge. Ils ont prévu un système qui est plutôt intelligent et qu'ils ont fait évoluer depuis. Initialement, c'était pas ces choses-là qui étaient prévues avec, et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc initialement, il n'y avait pas ce système, et quand ils faisaient du multicolore, lorsqu'on gérait du multicolore, le problème c'est que souvent tu avais tes bobines sur lesquelles ça revenait pas correctement, et tu as tes filaments qui se barraient, tu faisais des nœuds, et bon, ça faisait que bugger. Donc ils ont revu cette petite pièce. Allez, on part du principe où l'imprimante elle est en fonctionnement, elle utilise la couleur bleue, donc elle tire le filament bleu comme ceci, à travers le mécanisme qui est ici, et puis avec l'extrudeur qui est de ce côté-ci. Maintenant, elle veut passer à la couleur rouge, donc on va couper avec le cutter notre filament, elle va faire remonter un petit peu le filament bleu, donc ton filament bleu, ce qu'il fait c'est que il va bouger un petit peu comme ceci, pour pouvoir faire venir ensuite le filament rouge. Néanmoins, nos bobines régulièrement venaient à se détendre un petit peu de ce côté-ci, et on avait notre filament qui venait se déloger. Avec cette amélioration, tu as le filament bleu qui passe à l'intérieur, donc ça tourne comme ceci, et quand on va le ramener, le filament, l'avantage c'est que lui, il y a un système de ressort qui va retendre le filament, donc qui va accompagner la bobine et le filament à venir se serrer sur ta bobine. Ça évite que tes filaments se fassent la malle. Et ça, c'était d'autant plus compliqué lorsque l'on avait des bobines qui étaient pleines, et pour lesquelles, des fois, ici, il y a très peu d'espace entre le haut de ta bobine et le remplissage. Et ce qui fait toute la particularité de cette AD5X, c'est le fait que l'on va pouvoir travailler à la fois sur du multicolore, et ce que je te disais tout à l'heure, sur du multimatériau. Et surtout, le fait que l'on va pouvoir travailler sur du TPU ou des filaments qui sont flexibles. La plupart des imprimantes multicolores du marché, que ce soit Bamboo, que ce soit Creality, que ce soit Anycubic, leur système ne permet pas de gérer n'importe quel flexible. Alors, les nouvelles versions de flexibles qui sont un peu plus rigides, on arrive maintenant à les faire passer dans les systèmes multicolores, mais tous les flexibles qui sont particulièrement mous, eh bien ça ne passe pas. L'avantage ici, c'est le fait qu'on a un mécanisme qui va nous pousser notre filament, et on a très peu de distance et quasiment pas de frottement sur cette partie-là. Après, on a l'extrudeur qui va attraper notre filament, le pousser, le faire remonter juste d'un cran, et faire passer le nouveau filament. On n'a pas tout un système de tubes PTFE avec un AMS qui est par là-bas, ou un CFS, ou un ACE Pro, avec plein de tubes PTFE, avec des capteurs un peu partout, avec ensuite des engrenages des fois qui viennent pousser notre filament, et bien souvent sur les systèmes de multicolores, typiquement sur l'AMS, sur le CFS ou autre, on a tellement de pression qui est exercée sur notre filament flexible qui vient il vient se mettre en travers dans les extrudeurs, il vient se mettre en travers dans tout le système de roue crantée. Bon, en gros, il fait pas le chemin, donc t'oublies, t'arrives pas à faire du multi-couleur avec du flexible sur la plupart des imprimantes. Et l'intérêt aussi, c'est que beaucoup d'imprimantes se disent de pouvoir faire du multi-matériau, mais il va falloir retirer
le capot sur le dessus, pour pouvoir utiliser un porte-bobine aléatoire, et puis après, par exemple, de l'autre côté, utiliser l'AMS. Quand on parle par exemple de la H2D, on a une double buse, on peut faire du multi-matériaux comme ceci, qui est fait avec du filament et du TPU, avec la même tête, mais néanmoins, il faut tout retirer et laisser pendouiller notre tube PTFE pour qu'il puisse passer à l'intérieur. Donc là, tu n'es pas embêté avec les flexibles, parce qu'on a un circuit, on va appeler ça un circuit qui est particulièrement court entre nos systèmes IFS et notre tête. On regarde pour le plateau, on est sur un plateau en PEI, pas de distinction entre le côté dessus ou dessous, là où certaines marques commencent à faire des versions dits plateau à froid et un plateau un peu multi-usage de l'autre côté. Là, on est sur les anciennes générations, PEI traditionnelles. Je te propose de l'allumer ensemble. Donc, comme on a vu, le chemin sera d'aller chercher l'interrupteur qui est sur l'arrière et sur le milieu. Donc, tu auras compris qu'en fonction de où elle est posée, des fois c'est un petit peu gênant. La question ne se pose pas avec ce meuble. Je peux l'orienter et je peux accéder des deux côtés. Fidèle à FlashForge, on va entendre la petite mélodie initiale. Je vais essayer de me taire, je ne sais jamais quand est-ce qu'elle arrive cette mélodie. Voilà, voilà. Bon, tu pourras la retirer, hein. Tu peux retirer tous les bruits. Ils font cette mélodie depuis le début, bon, c'est propre à eux. Pour ceux qui ont connu les autres modèles de leur gamme, on reste sur le même type d'écran. Alors c'est pas ultra sensible, ultra réceptif. Ça fait le boulot, c'est pas exceptionnel. Néanmoins, ce qui est pas mal avec ce type d'écran, c'est que si tu utilises des gants ou si tu as pas le doigt, tu sais, des fois il faut le doigt qui soit ni trop humide, ni trop sec. Avec celui-ci, tu vas pouvoir travailler avec n'importe quoi, voire même avec un stylet. Bien sûr, elle est raccordée au Wi-Fi, donc tu vas pouvoir faire tes mises à jour automatiquement et tu ne viendras pas avec un système de clé USB ou de carte SD ou de relier un câble à ton imprimante pour pouvoir faire une mise à jour. Sur le côté droit, tu as l'emplacement pour pouvoir placer une clé USB. Je ne sais pas te dire si plus tard ils vont faire un système qui te permettra de connaître la température intérieure lorsque il y aura le système d'enclos. En tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas cette info. Ici, on va avoir la température de la buse et la température du plateau. Ensuite, dans le second onglet, ou en tout cas sur la partie gauche, ce sera l'historique de tes impressions que tu as réalisées, et tu peux accéder aussi aux informations qui sont sur ta clé. Alors oui, tu peux envoyer depuis ton ordinateur directement ton fichier pour lancer ton impression. Néanmoins, ils utilisent une fois de plus un logiciel qui est propre à eux, qu'ils ont appelé le Orca FlashForge, donc c'est encore une nouvelle version de Orca. C'est un petit peu dommage de ne pas se dire que on paramètre par défaut Orca et ça nous évite d'installer à chaque fois un nouveau logiciel. Bon, en tout cas, la fonction Wi-Fi fonctionne parfaitement bien pour envoyer tes fichiers directement dans ton imprimante. Le troisième onglet, ça va te permettre de pouvoir donner les informations sur quel type de filament tu as à l'intérieur. Typiquement ici, on a une bobine de PLA qui est de couleur rouge, donc tu viens sur le numéro 1 qui est ici, je vais essayer de zoomer, ce sera plus simple, voici. Tu viens sur le petit crayon et tu pourras lui donner les informations sur le type de matériau. Donc là, c'est bien du PLA. Ce qu'on va s'apercevoir assez rapidement et qui est moins bien par rapport à d'autres imprimantes, c'est que tu as très peu de choix sur la typologie des matériaux. Bien souvent, sur les nouvelles imprimantes comme la Bamboo ou la Creality, ou enfin plein d'autres imprimantes, on a du PLA, oui, mais quel type de PLA? On a du PLA silk, on a du PLA qui est chargé en particules, on a du PLA avec des micro-paillettes, du PLA avec du bois, etc., etc. Ici, on a juste des grandes familles et on n'a pas de sous-famille. Et ça, c'est important et dommage, en tout cas pour ma part. Je crois que j'avais déjà fait la remarque lorsque j'avais utilisé leur 5M Pro. Pourquoi? Parce que entre un PLA qui est classique, basique comme celui-ci, ou un PLA qui est chargé en particules de bois, eh bien on ne travaille pas à la même vitesse, on ne va pas avoir aussi le même flux, enfin, on change pas mal d'autres paramètres, donc tu pourras le régler dans ton slicer, mais lui, il n'est pas en mesure de auto-calibrer tout ça. Donc ici, c'est bien du PLA,
et ensuite tu pourras venir sur la partie couleur pour pouvoir définir quelle est la couleur de ta bobine. Aucune incidence sur ton travail si tu te trompes de couleur, si tu mets du blanc, c'est juste quelque chose qui va te faciliter les repères. Bah, typiquement, lorsque tu es à distance et tu veux envoyer un fichier multicolore, si tu as bien paramétré tes couleurs initialement, et ben ça va te faciliter les choses, on va y arriver, faciliter les choses dans ton slicer. Pourquoi? Parce que tu pourras faire correspondre une bobine avec une bonne couleur. Et ensuite, ce que tu vois ici, eh bien, c'est pour pouvoir extraire ou pousser ton nouveau filament. Bah, typiquement, nous, ce que l'on veut faire, c'est faire arriver la bobine de rouge à l'intérieur pour l'extruder. Donc, on va lui dire que on envoie le filament à l'intérieur. Donc, on clique dessus. Bon, là, on a vu que j'ai laissé blanc au lieu de rouge. Mais ça n'aura pas. On va voir d'ailleurs si on peut modifier pendant qu'on fait quelque chose. Donc, il est en train de travailler, il ne donne pas la possibilité de dire de changer la couleur. Donc, elle fait ses repères, hein. Tu as vu, elle est venue taper sur les fins de course là-bas pour pouvoir savoir où est-ce qu'elle était positionnée. Ensuite, elle se positionne vers le bac de purge et on devrait voir notre filament rouge avancer petit à petit dans le tube PTFE. Donc là, elle va d'abord monter en température. J'essaye de faire la mise au point, donc elle va monter à 220 degrés et ensuite elle va pousser la bobine. Donc on la laisse monter en température. Alors peut-être que par rapport à l'autre de Flashforge, la 5M Pro, j'ai l'impression qu'avec ce nouveau système de buse, c'est moins rapide que ce que l'on avait auparavant. D'ailleurs, on le voit en direct, hein, ça prend plus de secondes que ce que l'on a pu découvrir avec leurs autres versions. On ne va pas tricher, on va le laisser en temps réel. En bas, tu as les informations sur ce qu'il est en train de faire. Donc, il est en train de chauffer dans un premier temps la buse. Maintenant, il va pousser le filament. Donc, c'est ce qu'on s'est dit ici. On va voir notre bobine, voilà, qui va bouger, qui va se dérouler. On voit le tube PTFE là, qui change de couleur. Donc, c'est le filament rouge qui arrive jusqu'à l'extrudeur. Et lorsqu'il arrivera en butée, eh bien, il va commencer à purger la matière. Alors, on va voir en se rapprochant de ce côté-ci si on peut apercevoir quelque chose. Et on va apercevoir le filament rouge qui est en train de s'évacuer à l'arrière. Et ensuite, normalement, il va venir pousser, éjecter les pops. Donc c'est assez puissant. Et si tu n'as pas de bac tout de suite en sortie, eh bien, hop, on va voir, hein, on va le zoomer, ça va l'éjecter particulièrement loin. Le fait qu'on n'est pas en train de faire une impression, mais qu'on lui demande juste de pousser du filament, tu auras vu, il ne vient pas frotter en dernier notre petit tampon en silicone pour pouvoir nettoyer la buse. C'est quelque chose qu'il va faire si tu lui dis de lancer une impression. Vu qu'on est ici et qu'on a une jolie vue sur cette partie-là, ce que tu vas voir ici, c'est que elle est prévue pour avoir l'enclosure, donc elle est prévue pour pouvoir placer aussi des filtres à charbon, un peu ce que l'on avait sur sa petite sœur. Donc tout a été pensé pour la rendre évolutive, pour pouvoir faire du filament technique. Vigilance, ne fais pas le couillon, la couillonne, l'imbécile, comme moi, en oubliant quelque chose sous le plateau, parce qu'il vient jusqu'en bas, et forcément, il va venir en appui, et ça va fausser les informations. Donc là, on va lui demander de refaire un point homme, pour qu'il puisse bien prendre les repères, et qu'il ne comprenne pas que la position 0 est ici. Ce qui nous permet d'arriver dans le quatrième onglet, qui est juste ici, qui permettra de pouvoir faire des déplacements. Donc il faut d'abord qu'il se repère dans l'espace pour savoir où est-ce qu'il est, où est le point 0, pour pouvoir lui demander de bouger à droite, à gauche. Ici, on va appuyer juste ici. Ça va lui permettre de se remettre à 0 et avoir son repère dans l'espace. Et enfin, la dernière position ici, information, c'est là où tu vas pouvoir faire la mise à jour, de vérifier la mise à jour du micro-logiciel et sur lequel tu as les infos sur ton imprimante.
Par ailleurs, important ici, c'est là où tu vas devoir cliquer si tu fais un changement de buse. Donc par défaut, ce sont des buses en 0,4, mais si tu devais placer une petite buse ou passer en 0,6, pense bien à changer cette information. Elle n'a pas un capteur électronique qui permet de comprendre que tu as fait un changement de buse. Et tu vas dire, bah, il a oublié peut-être un point. Il ne nous a pas parlé de la caméra pour faire les timelapses. Il ne nous a pas dit si on arrivait à observer à distance. Et je t'avoue que je me suis retrouvé un petit peu bête. Parce que pour moi, par défaut, il y avait une caméra. J'ai même pas cherché à savoir s'il y en avait une ou pas. J'étais sûr qu'il y en avait une qui était planquée à quelque part. Et régulièrement, avec l'application ou avec le slicer à distance, je disais putain, je comprends pas, je balance la vidéo et je voulais observer où en était mon print, et à chaque fois ça me mettait des échecs sur lesquels ça ne m'apportait pas de vision. Donc un jour je me suis dit bah, je vais quand même aller vérifier et je vais voir, je pensais qu'il y avait peut-être le petit cache que j'avais retiré, que j'avais oublié de retirer. Ben en fait non, tout simplement c'est que pour l'instant il n'y a pas de caméra, ce sera certainement un upgrade qui arrivera plus tard. Elle est vendue comme une imprimante sur laquelle on va pouvoir faire des changements de buse en l'espace d'une minute ou quelques secondes. Donc ce que l'on va faire, on va faire ça ensemble pour découvrir. Donc ce que tu fais ici, c'est que tu vas débloquer en fait tous les moteurs pas à pas pour pouvoir bouger doucement, si tu veux, le positionnement de ta tête. Il ne faut pas faire de mouvement rapide parce que sinon tu vas générer de l'électricité à l'intérieur. Et là, je vais te montrer un truc qui est vraiment super bien pensé. C'est la seule imprimante du marché sur laquelle j'ai vu ce mécanisme. Ici, tu vois, on a un ventilo qui est là pour pouvoir souffler en sortie de buse, pour pouvoir refroidir le filament. Et donc forcément, si on a de l'électronique ici, eh bien on est censé avoir des câbles. Observe. Ça, c'est génial. Ça se passe directement ici, sur lequel, paf, on a un connecteur qui vient se placer juste sur le haut de notre tête. Ça veut dire que tu peux retirer la partie avant avec une petite partie aimantée, sans avoir des câbles qui traînent, sans avoir à poser, tu sais, toujours notre petit capot sur le côté. Enfin bon, c'est super pratique, ça c'est vraiment ingénieux. Avant de retirer notre buse, on regarde un petit peu comment c'est assemblé. Ici, on va retrouver un ventilateur qui va te permettre de refroidir ton radiateur qui est juste ici, sur la partie basse. Hop, comme ceci. On a vu qu'on avait le système de ventilateur que l'on vient de retirer qui vient refroidir la buse juste ici, en sortie de buse. Un bloc silicone qui permet de protéger la partie hautaine corps de chauffe. Et tout est bien propre, on n'a pas des câbles qui passent un peu n'importe où, c'est accessible, on a les vis principales, enfin, tout est nickel et tout est accessible. On va donc s'assurer que la buse ne soit pas chaude, qu'on soit sur une température acceptable, on est à 35 degrés, je vais arrêter l'imprimante sur l'interrupteur et on va changer la buse ensemble. Donc pour ce faire, pense que l'on vient juste d'extruder du filament, donc ton filament pour l'instant il est là-dedans. Donc déjà, paf, tu balances un petit coup de cutter, ça permet de couper ton filament. On retire notre petite chaussette, ensuite ici tu as une petite, on va appeler ça un petit levier, on fait comme ceci. Après ici on a une base qui normalement est montée, et ma buse s'est cassée la gueule au sol. Donc oui, c'est super facile, mais il faut être vigilant pour pouvoir la récupérer. Allez, je mets sur off et j'essaie de la récupérer. Allez, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc ici, on regarde le système. Donc on est sur des systèmes avec des aimants. Je vais décaler la caméra de ce côté-ci pour que tu puisses voir comment se présente ce petit mécanisme. Donc voici, on a notre radiateur qui est en deux parties, ici et sur l'arrière. Je vais zoomer. On va déplacer notre tête, parfait, et on voit le mécanisme, donc monter sur aimant. Ensuite, on a notre tête qui ressemble à ça, notre buse, pardon, on voit inscrit le 0,4 juste ici, donc c'est cette partie-là qui sera à changer, et c'est le filament, on voit à quelle hauteur on est en train d'exercer la coupe. Je vais dézoomer, voici, on va tenter de la replacer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, il faut que je trouve une pince, on va couper ça là, ça m'embête toujours un petit peu, donc hop, j'en coupe un petit morceau,
On place notre buse à l'intérieur. Donc celle-ci, tu vois, tu as des aimants ici qui seront en fait les encoches. On vient replacer notre buse et ensuite on vient refermer. Ici, je trouve que la première fois, c'est un petit peu dur. Donc le fait de l'avoir fait plusieurs fois, ça devient plus accessible et plus facile. En soi, si on devait faire ça en vitesse accélérée, on en a vraiment pour quelques secondes, donc moins de 10 secondes pardon, pour pouvoir retirer la buse et pour pouvoir en insérer une nouvelle. On replace notre petite chaussette en silicone, pareil, ça s'installe super rapidement, et on va replacer le capot qui est ici. Et là pareil, on clipse vers le haut, on le fait descendre, il y a un aimant et c'est fini. Du bimatériau, donc du PLA avec de la fibre de carbone dessus nu, donc du PLA CF et du TPU. Donc le TPU c'est de SainSmart. Donc l'idée c'est d'entrecroiser les deux filaments pour avoir une meilleure force et une meilleure résistance au niveau de notre pince. Le but étant de reproduire ceci, donc ceci j'avais réalisé avec la Bambu Lab H2D, donc pareil avec du TPU. Et cette fois-ci, c'est avec un filament qui avait des paillettes à l'intérieur, ce qu'on appelle du filament co-extrudé. Et forcément, tu vas générer des déchets une fois de plus parce que à chaque couche, à chaque layer, on va avoir une purge pour pouvoir changer de filament et donc de changer de couleur. Je te mettrai quelques petites vidéos des séquences que j'ai faites pendant l'utilisation. Et là maintenant, on va regarder le résultat de nos prints. Il y a quelques minutes, je te disais que cette table était bien pratique. Donc là, j'ai relevé les petites étagères de chacun des côtés pour te présenter tous les prints. On commence tout de suite par ce que j'aime pas, ça veut dire faire du multicolore avec nos imprimantes multicolores. Pourquoi? Parce qu'on génère tellement de déchets que des fois c'est un petit peu ridicule. Néanmoins, il fallait bien que je fasse l'exercice pour pouvoir te montrer et voir si elle s'en sortait bien. Et on commence tout de suite par ce dragon articulé. Donc au départ, on pourrait se dire, bah ouais, il n'y a que 2 couleurs, donc ça va pas bouffer beaucoup de... ça va pas faire beaucoup de déchets. Eh bien si, parce que la partie basse ici est en rouge, mais lorsque les pattes sont posées sur le plateau, bah, c'est du violet. Donc ça veut dire qu'à chaque layer, donc à chaque couche, elle va devoir changer de couleur jusqu'à ce qu'elle ait fini la partie rouge. En tout cas, c'est ultra propre. C'est vraiment super quali. Donc oui, elle s'en est super bien sortie. Et pour faire la tête, donc ça c'est une autre partie qui est posée sur le plateau, un peu en équilibre. Et là, le fait qu'elle soit posée comme ceci, eh bien on a du multicolore jusqu'au bout. Ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, à chaque fois, à chaque layer, elle va éjecter des déchets. Et pour te donner une idée du type de déchets que ça peut faire lorsque l'on fait ce joli petit dragon articulé, eh bien tu vas jeter tout ça à la poubelle. Donc oui, pour moi c'est pas tellement cohérent de faire ce type de print. Bon, néanmoins, c'est faisable et elle sait le faire. On oublie le multicolore, t'auras compris que je suis pas fan. Par contre, moi je suis fan du multi-matériaux. Et ça, c'est ce que je t'ai présenté tout à l'heure. Ici, on est avec une base de PLA et une base de TPU. Elle m'a fait un super print. J'ai eu un petit peu de warping parce que j'avais pas nettoyé mon plateau, donc c'est très très léger, mais regarde-moi la qualité, donc c'est super propre. Elle a su bien assembler et fusionner les deux matériaux, donc pour moi c'est un vrai succès. Ensuite, on nous a dit qu'elle savait faire du multi-matériaux, du multicolore et du multi-TPU, donc plusieurs filaments flexibles. Et bien c'est ce que j'ai fait avec ces petites aubergines. L'idée c'est que j'ai mélangé différents TPU, donc ça veut dire que sur le papier, ils sont tous des TPU 90A, mais dans la réalité, il y en a certains qui sont plus ou moins flexibles par rapport à d'autres. Ça veut dire que la partie qui est ici en verte et la partie qui est ici sont beaucoup plus souples que la partie aubergine à l'origine. Donc elle s'en est super bien sortie pour pouvoir me faire ce print en TPU. Donc
ce que j'avais fait, c'est que j'avais voulu faire aussi une technique pour limiter les déchets en plaçant dans le remplissage de celui-ci, tu vois, celui-ci il est super dur en fait, hein, il n'est pas flexible, donc j'ai évacué une partie des filaments du déchet pour me permettre de purger un petit peu moins sur mon bac là-bas. Donc oui, elle a bien géré toute la partie multi TPU, donc un petit point positif aussi, c'est pas qu'un point positif, c'est vraiment un vrai succès, parce que ouais, je suis pas très sympa avec FlashForge, là c'est un vrai succès parce que chose que je n'aurais jamais pu faire avec aucune des autres imprimantes que j'ai à l'atelier. Bon là ça c'est ridicule, c'est ce qui est livré avec, donc en G-code, c'est pas du multicolore, c'est une couleur les unes après les autres. Donc là, si tu as des filaments qui savent bien fusionner entre eux, ben, ça peut que bien se fonctionner. Donc le G-code fonctionne, mais c'est pas du multicolore. Une tour de torture réalisée avec le filament créalytique est ici. Là aussi, elle s'en sort bien. Bon, c'était chauffé un petit peu trop fort, donc je vais avoir des cheveux d'ange ici qui sont tirés entre les deux pics, que l'on voit ici, et on voit qu'elle commence à avoir de la difficulté, et sur la partie haute, je vais essayer de positionner mon doigt, donc elle va chercher vraiment très très haut, à 70-75, sur lequel elle va avoir de la difficulté à imprimer. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas fait d'impression 3D ou qui découvrent un petit peu l'idée, c'est qu'une imprimante ne peut pas imprimer dans le vide, c'est pour ça que souvent on met des supports. Par contre, nous ce que l'on veut savoir, c'est à partir de quel pourcentage, à partir de quel angle il va être vraiment nécessaire de appliquer des supports. Et là on voit que aux alentours de 70-75, eh bien elle commence à avoir des difficultés, donc c'est vraiment une très bonne note pour notre AD5X. Ce print, je le fais avec toutes mes imprimantes, j'aime bien le faire, et je le fais avec du filament carbone, donc avec du PLA carbone, et là aussi, elle s'en sort bien. Pour rappel, lorsque je vous montre mes sorties de print, je ne les nettoie pas en amont, pour voir s'il y a un petit peu de cheveux d'ange ou autre. Donc là, c'est une histoire de température, je n'avais pas forcément très bien réglé, mais sinon, notre réalisation est propre. Ensuite, je lui fais faire une impression avec un filament silk. Pour rappel, les filaments silk, ce sont les filaments sur lesquels quand tu imprimes avec, c'est ceux où on va voir le plus facilement les défauts, avec toutes ces facettes, ces couleurs, ces reflets. Donc ici, le print est pas très technique, pas très complexe, mais néanmoins, il n'est pas si simple que ça à réaliser. Et là aussi, elle s'en sort très bien. Je te montre aussi les échecs. Donc celui-ci, bon après j'étais un petit peu exigeant, j'ai voulu faire ce magnifique alien. Alors je sais pas, je vais essayer de pas le casser encore complètement. Ici j'ai eu un problème de support, ça s'est cassé la figure, ce qui fait que ça n'a pas pu supporter la partie qui est juste ici. Sinon tout le reste du print est très propre. On est sur un filament silk multicolore, donc c'est vraiment dommage que mon support en arborescence s'est cassé la figure, sinon on aurait pu réaliser une très belle pièce. Pour cette lampe que je t'avais présentée sur Instagram, alors cette partie-là, je ne l'ai pas fait avec la FlashForge, mais toute l'autre partie, donc la partie filament multicolore, je l'ai fait avec. Pareil, j'ai eu un petit problème sur lequel, à un moment donné, j'ai une branche qui s'est cassée, mais néanmoins, le print a pu aller jusqu'au bout, et elle m'a sorti quelque chose de propre. On va regarder ceci sur la partie haute, donc gestion du filament silk, elle s'en sort bien aussi. Le but aussi, c'est de leur donner des filaments un petit peu atypiques pour voir comment elles se comportent, pas leur donner que du PLA traditionnel. Donc là, j'ai utilisé un filament très atypique qui est chargé en particules. Donc c'est du filament qui est fait à base de distillerie, donc de déchets de distillerie. Donc on regarde comme ceci, et pour le coup, là le print est quand même super technique. Pourquoi? Parce que si tu as des cheveux d'ange, si tu as des problèmes de rétraction, eh bien ça devient vite une catastrophe, ce type d'impression. Donc là, il est nickel. Je l'ai refait avec un autre filament technique aussi. On pourrait se dire c'est du blanc ou c'est du transparent, mais c'est pas que ça, c'est un filament qui embarque des nanoparticules, donc des petites paillettes à l'intérieur. Et pareil, je te laisse observer, ça s'est super bien passé. Alors je vais essayer de me mettre face à une lumière pour te faire voir par transparence. Donc c'est super propre. On va faire la même chose avec le filament à base de déchets de distillerie. Donc tu vois, à chaque fois, il faut qu'elle laisse un petit peu d'espace.
Donc c'est pas toujours simple, hein, parce que ce genre de print, ça peut vite devenir une catastrophe. Et enfin, ce print, alors cette partie-là, multicolore, je l'ai pas fait avec l'imprimante AD5X, parce que sinon ça génère trop de déchets, et tu as vu, et je te l'ai expliqué, que ça me gonfle d'avoir des déchets, donc ça je l'avais fait avec la Bambu Lab H2T. Par contre, j'ai utilisé du filament bois qui est très chargé en particules, et pareil, là, elle s'en sort très bien, donc c'est moi qui ai travaillé sur la texture pour avoir cet effet. Donc avec notre buse en 0,4, alors ce type de filament, normalement, on les travaille essentiellement avec des buses en 0,6. Néanmoins, j'ai voulu voir si l'extrudeur, donc les roues crantées qui poussent le filament, était suffisamment puissant, et voir si notre buse, je crois que c'est une buse en acier trempé, il me semble, je te remettrai peut-être dans la description, voir si elle se bouchait quand j'utilisais tous ces filaments avec des particules à l'intérieur. Donc, elle s'est jamais bouchée. Avant de te montrer le dernier print, j'ai envie de te faire un petit point sur les plateaux. J'utilise beaucoup de plateaux à effet, holographiques et autres. Pour moi, c'est ridicule d'aller acheter des plateaux pour chacune de tes imprimantes aux dimensions de ton imprimante. Si tu peux utiliser tes plateaux sur tes autres imprimantes, c'est gagnant-gagnant. Donc l'idée, c'est que moi, j'ai énormément de plateaux à effet qui vont sur la Bambu Lab X1 Carbone. Donc première chose que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié si on pouvait utiliser le format de ces plateaux, s'ils passaient à l'intérieur, et si ça fonctionnait. Donc oui, tu peux utiliser tes plateaux de X1 Carbone à l'intérieur, et d'autant plus que, dis-toi que les plateaux les plus vendus à ce jour sont ceux de la X1 Carbone, donc ça veut dire que c'est ceux qui sont les moins chers à l'achat. Va pas t'embêter à aller acheter des plateaux sur mesure pour ton AD5X, alors que tu peux trouver des plateaux à 10 balles qui fonctionnent très bien. Donc ici, on était sur une impression multicolore sur un plateau à effet qui n'était pas si simple que ça parce que c'est extrêmement fin, et le fait qu'on est sur un bed en 220, il a fallu que je réduise un petit peu ma pièce. Donc on va tenter de le décoller. Hop. On va le retirer. Et on va observer de ce côté-ci. Donc je sais que j'ai eu un petit décrochage à un moment d'un petit carré, tu vois, il y a eu deux petits carrés qui sont barrés, mais sinon je te laisse regarder le reste. C'est super précis. Et autant te dire que on n'arrive pas à le faire avec toutes les imprimantes. Il faut vraiment que ta rétraction, que ton flux, que tout soit parfaitement réglé pour pouvoir faire de la chaîne de mailles comme celle-ci. Donc celle-ci, ça va être quelque chose qui va se présenter comme ceci. Donc il y a une autre partie, et on va assembler après la chaîne de mailles avec la partie basse. Donc là aussi, elle s'en est super bien sortie, mis à part ces deux petits points. Et là, il faut juste aussi se rappeler que ce type de plateau-là, ça n'a pas du tout la même tenue que des plateaux en PEI traditionnels ou des plateaux de type CryoGrip. Ces plateaux-là, il faut les chauffer un petit peu fort, et ils sont quand même très difficiles à faire tenir des tout petits prints comme ceci. Donc elle s'en sort vraiment très bien. Parmi les choses que j'ai appréciées et les choses que j'ai un peu moins appréciées sur cette AD5X, on voit ça maintenant. Bon, déjà, le système pour pouvoir changer ta buse en quelques secondes, et le fait de pouvoir retirer le capot sur l'avant comme ceci, que tu n'as aucun fil, tu n'as pas de connecteur, c'est nickel. La buse qui se retire en 10 secondes, un système avec des aimants, je te laisse aller voir un peu plus bas dans la vidéo si tu veux voir comment j'ai fait pour retirer la buse. Donc ça, c'est un vrai point positif. Ça là, j'en ai pas parlé pendant la vidéo, mais regarde, on a quelque chose qui est bien pensé aussi, sur lequel, lorsque ta tête va se déplacer, ici, on ne va pas exercer de tension, et ça va accompagner ta tête. Donc ça aussi, c'est bien pensé. Et le vrai plus, c'est le système IFS, sur lequel tu peux faire pour de vrai du multimatériau, pour de vrai du multifilament de type TPU, donc flexible comme ceci, chose que l'on ne sait pas faire avec toutes les autres imprimantes du marché que j'utilise pour pouvoir gérer du multicouleur avec du TPU, on ne peut pas le faire. Mis à part sur la Prusa XL qui embarque 5 têtes. Donc toutes les autres, impossible à faire. Alors avant de recevoir des commentaires en me disant non, bien sûr si, c'est possible, oui, c'est possible, si tu achètes des filaments très spécifiques. Donc il existe des filaments qui ne sont pas
des vrais filaments très mous, donc c'est un TPU qui est un peu chargé, un peu comme le TPU de Sunnu qui est ici, hein, sur la couleur aubergine, que l'on arrive à faire passer dans certains systèmes de type AMS, ACE, j'essaye de réfléchir les autres, CFS, il y en a plein d'autres sur le marché, donc chacun a son système, donc oui, on commence petit à petit à pouvoir faire passer des filaments qui sont un peu moins rigides, on va dire, mais pas complètement mous. Donc en tout cas, pour les filaments flexibles, elle s'en sort très bien. L'écran, bon, ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière fois, je trouve pas que ce soit super réceptif, il n'est pas super rapide, ils auraient pu améliorer et rajouter quelques euros pour pouvoir faire un écran un peu plus réactif. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas ce qui est le plus fort chez la D5X. Bon, ça c'est nul, ils auraient peut-être dû y penser avant, c'est que aller placer une clé USB juste ici, donc si tu as des clés USB qui sont suffisamment courtes, ouais, ça passe, mais moi, en principe, j'utilise autre chose, alors je vais essayer de la trouver, je sais pas où est-ce qu'elles sont, ah si, j'en ai une sur la Bamboo Lab. J'utilise ce type de clé parce que ces types de clés sont quand même pas des clés low cost par rapport à ce qui est livré des fois avec nos imprimantes, et bah là, tu vas te retrouver en galère parce que ça vient frotter notre bobine, donc ça, franchement, c'est pas bien pensé, c'est pas accessible. Il faudrait penser à un système peut-être déporté, où tu fais pendre un petit fil comme ceci, une espèce de rallonge en fait, pour pouvoir placer ta clé USB. Ça, c'est pas un bon point. Bon, les déchets, bon, tu auras compris que je suis pas fan du multicolore, donc c'est valable pour elle, c'est valable pour toutes ses copines. Dès que tu fais du print multicolore, tu génères du déchet. Donc tu pourras réduire un tout petit peu tes déchets en jouant dans le slicer pour pouvoir réduire toutes ces choses-là. Enfin, c'est pas top, je le conseille pas. Je suis pas partisan du multicolore, sauf si tu vas optimiser ton plateau en mettant plein, en le remplissant complètement, en faisant une impression qui va récupérer une partie des purges. Enfin, en gros, il faut tout optimiser pour pouvoir faire du multicolore, pour pouvoir réduire tes déchets. Je t'avais parlé qu'elle était silencieuse lorsqu'elle est sur veille, donc oui, elle est très silencieuse lorsqu'elle est sur veille, donc c'est un vrai bon point, et elle est silencieuse aussi quand elle travaille. Pourquoi? Parce que, regarde à droite, regarde à gauche, derrière, enfin, t'as pas tous ces systèmes de gros ventilos que l'on trouve sur la plupart des autres imprimantes, donc finalement tu as juste ce petit ventilo qui est ici, qui suffit à lui-même pour pouvoir refroidir en sortie de buse et pouvoir faire tes impressions. Donc ils ont su faire quelque chose qui est parfaitement fonctionnel et qui ne va pas générer autant de bruit que les gros ventilos que l'on trouve sur certaines autres marques, sur la plupart des autres marques. Alors on pourrait se dire aussi, c'est pas un point positif parce que c'est pas une imprimante fermée, bon en même temps, va voir le prix quoi. Je crois qu'elle sort, c'est pas je crois, le jour où je fais cette vidéo, elle sort à 329 balles. Donc à 329 €, une imprimante qui fait du multicolore. Alors certes, elle n'est pas fermée, donc tu peux jouer aussi à l'économie en faisant tes propres plaques sur les côtés, ou tu pourras acheter le kit qui est en train de sortir sur le marché. Mais pour moi, c'est pas un point négatif, parce que d'autant plus que sur tous ces types d'imprimantes, qu'est-ce que tu fais le plus? C'est du PLA, c'est du TPU, c'est des filaments qui sont chargés, c'est du PETG. Tu vas pas faire d'ABS, tu vas pas faire de PA6, de PA12, tu fais pas tous ces filaments ultra techniques qui nécessitent d'avoir un enclos, de chauffer bien souvent à l'intérieur. Donc ça n'a pas de non-sens pour moi qu'elle arrive non carénée, donc sans enclos. Rien à dire de particulier sur le système IFS. J'ai pas rencontré de difficultés pendant la phase d'utilisation. J'ai pas de filament qui est resté bloqué à l'intérieur ou qui s'est cassé. Donc écoute, pour l'instant, je te ferai une mise à jour, néanmoins si je rencontre des difficultés avec ce mécanisme. Pour l'instant, elle a fait le job correctement. Le système qu'ils ont fait évoluer ici pour pouvoir faire retendre ton filament lorsque il revient, maintenant ça fonctionne correctement par rapport au système initialement, donc le système multicolore est bien géré. Alors ok, on n'a pas d'enclos, de bac, de distributeurs comme l'AMS, le CFS, l'ACE, et j'en oublie d'autres, qui permettent de chauffer tes filaments,
Mais là aussi, bah, c'est une question de coût. Rajouter un module extérieur, oui, c'est faisable, ils savent certainement le faire, ou ils auraient pu le faire, mais bon, bah, c'est peut-être 100 balles de plus. Donc aller chercher une imprimante à moins de 400 balles en multicolore, eh bien il faut faire aussi des concessions. Donc oui, tu ne pourras pas sécher ton filament pendant ton impression, et pour l'instant tu ne peux pas mettre de bloc externe ou de bloc Sunlu. Pourquoi? Parce qu'elle ne saura pas gérer le mécanisme pour pouvoir faire retirer le filament, tu vas le faire tendre lorsque lui, il va le pousser, hein, il l'extrude et ensuite il le fait remonter. Donc pour l'instant, tu ne peux que utiliser les porte-bobines qui sont avec la D5X. La dimension du plateau, c'est discutable. C'est discutable. 220 par 220, en gros, ils se sont pas pris la tête. Ils ont repris ce qu'ils avaient fait avec leurs autres modèles, la 5M et la 5M Pro, même dimension de plateau, même type de châssis. Enfin bon, ils ont repris la même pour aller vite et nous sortir une imprimante multicolore. Donc 220, on pourrait se dire que on n'a pas forcément besoin de plateaux qui sont toujours plus grands. Néanmoins, vigilance, la plupart des fichiers qui sortent sur le marché, comme on retrouve la plupart du temps sur du MakerWorld ou autre, ben, sur certains ont été pensés pour pouvoir faire des impressions sur du 256. Et ça, c'est un bel exemple, étant donné que ce fichier que j'ai utilisé, je l'ai pris sur MakerWorld, il était pensé pour une dimension de plateau pour les bambous ou pour quasiment toutes les imprimantes du marché qui sont en 256, et là, sur le 220, ben, quelle que soit l'orientation, ça passait pas, donc j'ai dû le réduire. Donc ça, petit point de vigilance. Alors, c'est pas tout des impressions hein, qui vont poser une difficulté, sur lequel il va falloir réduire de taille, mais typiquement sur des fichiers qui ont été pensés pour faire du full plateau, donc remplir ton plateau complètement, eh bien il faudra réduire un petit peu la taille. Dans les points qui me chagrinent un petit peu, bah, c'est le logiciel, non pas par sa fonctionnalité, avec moi il a bien fonctionné, j'ai pu envoyer le Wi-Fi, tout s'est bien passé, mais par contre, je trouve ça un peu ridicule que chaque marque fasse son logiciel propriétaire, donc ça s'appelle Orca Flash Forge. Aujourd'hui, il y a plein de logiciels qui fonctionnent très bien, Prusa Slicer fonctionne très bien, Orca fonctionne bien aussi. Pourquoi pas développer des profils et faire que tout soit parfaitement fonctionnel avec les logiciels qui sont déjà sur le marché. Ça te fait installer tout un tas de slicers, donc de trancheurs sur tes ordinateurs, et à chaque fois, bah, tu as des petites variantes. Des fois, c'est avec un clic droit que tu fais quelque chose, des fois les onglets sur la partie droite, des fois c'est sur la partie gauche. Enfin bon, à chacun, ils apportent leur petite sauce, et bah, ça déstabilise un petit peu parce qu'on prend facilement des habitudes. Donc moi, j'arrive pas à dire le mot, mais j'aurais apprécié, j'aurais apprécié qu'il soit privilégié, on va peut-être dire ça comme ça, que chaque marque trouve une solution pour qu'ils puissent tous utiliser les mêmes trancheurs. Dans les autres points qui sont sympas aussi, c'est qu'on a vu qu'on allait pouvoir mettre un enclos, si on veut faire plus tard des filaments techniques, il a déjà été pensé, et ils ont repris l'architecture que l'on avait sur les anciennes gammes de FlashForge, donc tout est pensé pour la faire évoluer, donc ça aussi, ça peut être un point positif pour celui qui se mettra à faire du filament technique prochainement. Bon, on en revient à l'interrupteur hein, d'alimentation qui est sur l'arrière, il est mal placé, c'est vraiment pas un point positif. Pour les menus, les sous-menus, toutes ces choses-là, écoute, on va à l'essentiel, et c'est presque, bah, c'est ce qu'il y a le plus cohérent. Dans plein d'autres imprimantes, il y a tout un tas d'options. Là, si tu veux quelque chose de simple, rapide, et ben voilà, il n'y a pas 10 000 boutons, il n'y a pas 10 000 sous-menus. Donc pour celui qui débute avec une imprimante et qui a un budget qui correspond à ce type d'imprimante, et ben ça c'est facile, en tout cas c'est facile d'utilisation, et tu te perds pas dans des tonnes de détails et d'options, donc c'est bien pensé. Bon alors attention, elle n'embarque pas autant d'électronique que d'autres imprimantes, pour ne pas la citer, la H2D de Bamboo, c'est pas le même prix non plus, hein, 300 et quelques balles contre plusieurs milliers d'euros, donc forcément hein, tu auras beaucoup moins d'options disponibles sur ton écran, donc tout ça c'est cohérent aussi. Chose que j'oublie de parler régulièrement, et enfin sur quasiment toutes les imprimantes que j'ai sorties, j'oublie de t'en parler, c'est que oui, bah, toutes les nouvelles imprimantes, donc les nouvelles générations, ont un système de nivellement automatique sur lequel
tu n'as pas à te prendre la tête avec une petite feuille à passer dessous ou des petites molettes sous notre plateau pour pouvoir régler la bonne hauteur, donc pour pouvoir faire une première couche parfaite. Donc tout se fait automatiquement. Donc elle vient palper et niveler ton plateau. Autre chose que je ne t'ai pas parlé, bien entendu, elle fait tous les checks au démarrage. Ça veut dire que en fonction de son emplacement, elle a besoin de compenser les vibrations pour que tes prints soient soient de meilleure qualité. Donc elle va faire le input shaper, donc tu sais, elle fait un peu tout trembler pour pouvoir compenser tout ça. Donc bien entendu, elle fait aussi ces choses-là. Et si tu la déplaces d'une table à une autre, eh ben, il faut relancer tous ces contrôles pour qu'elle puisse se réadapter à son environnement. Je pense avoir fait le tour de cette AT5 je pourrais encore y passer encore 10 minutes, 20 minutes, enfin bon. Pour moi, je pense que j'ai fait le tour. S'il manque des choses, ben, tu le places dans les commentaires et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te marque toutes les informations juste en dessous et bien sûr, à chaque fois je te rajoute des codes promo, tu cliques ou pas sur le lien, tu fais ce que tu veux. Par contre, si tu as besoin d'un code parce que tu vois qu'il n'est plus fonctionnel, et bien pareil, tu pousses un petit message dans les commentaires et j'irai chercher le dernier code qui est d'actualité. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt les artistes.